Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Mise au point, le premier que je tourne en 2016, alors bonne année à tous. Que peut-on souhaiter pour l'année 2016 ? Pour ma part, c'est vite vu. J'aimerais que la prise de conscience continue sur les problèmes environnementaux et la vacuité de nos systèmes économiques et politiques. Vous me direz qu'après une année 2015 qui se clôt sur la COP21 et qui marque le record absolu de température depuis qu'on la mesure, on est sur les rails. On mesure les températures depuis la fin du 19e siècle et les 5 années les plus chaudes jamais enregistrées sont dans l'ordre 2015, 2014, 2010, 2005 et 2007. Si vous regardez ma chaîne, vous savez que les éléments scientifiques s'accumulent et la théorie est maintenant solidement établie. Pourtant, de nombreuses personnes doutent encore, souvent maintenues dans l'ignorance par des intérêts économiques ou politiques qui ont tout à perdre dans un monde soutenable. Alors ne pouvant ou ne voulant pas lutter pour un autre monde, ils nient l'évidence pour gagner du temps. Apeurés par une possible prise de conscience, ils répandent le doute. Et ce doute est compréhensible parce que le changement climatique est un phénomène complexe et technique qui n'est pas facilement perceptible. Le climat lui-même est souvent confondu avec la météo, alors qu'il en est la moyenne sur le long terme. Mais qu'est-ce qu'une moyenne de température ? Une construction humaine qui représente quelque chose pour les scientifiques, mais qu'on ne sentira sur le pas de notre porte que quand il sera trop tard. Et c'est vrai qu'il est facile de tomber dans les pièges de l'intuition, de se dire qu'augmenter la part de CO2 dans l'atmosphère de 0,028% à 0,04% ne peut pas changer grand-chose. Évidemment, c'est oublier que toutes les substances ne se valent pas. Par exemple, si un homme peut boire plusieurs litres d'eau, il suffit de 3 mg de cyanure pour le tuer, moins d'1 millième de % de sa masse corporelle. C'est aussi oublier que cette variation minime en pourcentage représente une quantité de matière inimaginable. Pour ne pas avoir le tournis, ne regardons que l'année 2014. Cette année-là, on a ajouté à l'atmosphère 35 milliards de tonnes de CO2. La tour Eiffel pesant 10 100 tonnes, cela fait 3 465 346 tours Eiffel. Et ce n'était qu'une année. Un Européen moyen émet 7 tonnes de CO2 par an, soit le poids d'un éléphant. Il y a quand même quelque chose d'inconcevable quand on se dit qu'on émet chacun le poids d'un éléphant en CO2 tous les ans. Et maintenant on est tous à regarder le ciel en se demandant comment cela est possible. Pour ne pas simplifier le problème, comprendre l'impact de ce gaz demande de connaître et comprendre les ondes électromagnétiques, ce qui est tout sauf intuitif. Cette complexité en perd beaucoup. Elle est aussi une énorme aubaine pour ceux qui font de la désinformation, ceux qui répandent le doute pour protéger leurs petits intérêts aussi longtemps qu'ils le peuvent. Plus le problème est complexe, plus manipuler est facile. J'ai expliqué ailleurs le technique, alors simplifions. Les gaz à effet de serre contraignent davantage d'énergie à rester sur notre planète. Et à nouveau, on est confronté à l'incroyable différence entre la physique et le ressenti. Qu'est-ce que c'est pour le promeneur qu'un degré de plus ou de moins ? Pour avoir une idée de ce que peut changer une évolution de la température moyenne de la Terre, on peut regarder vers le passé. Pas si loin de nous, il y a 22 000 ans, la Terre connaissait son dernier maximum glaciaire. Elle était alors très différente. Une grande partie de l'Europe et de l'Amérique du Nord était recouverte d'une épaisse calotte glaciaire. La présence de grandes quantités de glace et surtout la température plus basse des océans impliquait un niveau de l'eau plus bas de 120 mètres. Du coup, la Manche n'existait pas et on pouvait traverser à pied de la France à l'Angleterre. La Terre était peuplée d'espèces disparues, comme les mammouths, les tigres à dents de sabre et les rhinocéros laineux. Le climat plus froid y était aussi plus sec. Il y avait en moyenne bien moins de précipitations qu'aujourd'hui. De façon générale, la Terre était moins propice à la vie et les zones froides étaient assez désertiques. Mais malgré toutes ces différences, la température moyenne de la Terre à cette époque n'était inférieure que de 4 degrés à la température moyenne d'aujourd'hui. Et c'est ce qui est difficile à comprendre. Augmenter la température globale de la Terre demande une quantité d'énergie phénoménale. Aujourd'hui, la Terre accumulerait environ 250 000 milliards de joules par seconde. Mais cela ne parle pas beaucoup parce que l'énergie n'est pas une chose que l'on a l'habitude de manipuler. La seule façon de prendre conscience de l'énergie en jeu est de la transformer en chose qui parle. Une explosion, un ouragan, un éclair. C'est ce que s'est amusé à faire la petite équipe du site Skeptical Science. Le résultat est à la fois compréhensible parce qu'il fait appel à des choses que l'on peut comprendre et incompréhensible à cause des énormes montants que cela trahit. La Terre accumule, à cause de l'action de l'homme, 4 fois l'énergie dégagée par la bombe d'Hiroshima par seconde. Pour ceux qui n'aiment pas les comparaisons explosives, c'est aussi l'équivalent de 500 000 éclairs toutes les secondes. Si on regarde ce qui s'est accumulé depuis les seules années 1990, cela correspond à plus de 2 milliards de bombes comme celle qui est tombée sur Hiroshima, ou 290 millions d'éclairs. Ô rage, ô désespoir, comment cela est-il possible ? C'est simple, l'énergie envoyée par le soleil est immense.
Il suffirait de capter ce qui atteint la surface de l'atmosphère pendant moins d'1 heure pour subvenir à tous les besoins énergétiques de l'humanité pendant 1 année. Donc changer les équilibres physiques qui régissent les échanges d'énergie entre la Terre et l'espace suffit à ajouter énormément d'énergie sur la planète. Cette énergie s'accumule sur Terre comme elle s'accumulerait dans l'eau d'une casserole que l'on chauffe. Et vient la question du temps. Quand est-ce qu'on commencera à voir les effets de cette accumulation d'énergie ? Eh bien, le changement climatique, c'est déjà maintenant. Il suffit de voir une courbe de température pour s'en convaincre. Les conséquences commencent aussi à se faire ressentir. Prenons un seul exemple. Entre 2006 et 2011, la Syrie a connu la pire sécheresse de son histoire, qui n'aurait pas pu être possible sans l'implication du changement climatique. Des millions de personnes ont été déplacées au sein du pays, exacerbant des tensions déjà présentes qui seront à l'origine du soulèvement de population. Évidemment, le changement climatique n'est pas la seule cause, mais il a joué sa part dans un bien triste conflit qui jouera à son tour dans l'expansion de Daesh et la crise politique en Europe. C'est pourquoi le changement climatique est déjà perçu par beaucoup comme un multiplicateur de risques, y compris par certains hauts gradés de l'armée américaine qui considèrent que la menace climatique pèse autant, voire plus, sur la sécurité intérieure des États-Unis que la menace terroriste. Paradoxal pour un pays qui s'illustre souvent par son indifférence sur les questions environnementales. Donc le changement climatique, c'est déjà aujourd'hui, mais ce sera encore plus demain. Et je me dois de faire un petit point là-dessus, parce qu'il y a quelque chose dont peu de gens ont conscience. Si on s'intéresse au CO2, c'est aussi à cause de sa durée de vie. Il reste dans l'atmosphère au moins 1 siècle. Si on arrêtait d'émettre maintenant, les gaz émis jusqu'à présent continueraient de réchauffer la planète parce qu'on est loin de l'équilibre thermique et qu'ils ont une longue durée de vie. Évidemment, cela ne veut pas dire qu'émettre moins est vain. Plus il y a de gaz, plus le réchauffement est important. Mais pendant combien de temps la Terre va-t-elle continuer d'accumuler de l'énergie ? C'est une question difficile à répondre parce que cela dépend encore beaucoup de notre comportement dans le siècle qui vient. Mais certains composants du système climatique ont une très grande inertie. La glace, par exemple, nécessite beaucoup d'énergie pour fondre, et des glaciers déjà condamnés peuvent mettre plus d'1 siècle à disparaître complètement. Pour les océans, l'inertie est encore plus grande, parce qu'il faut énormément d'énergie pour monter en température cette gigantesque masse d'eau et l'amener à son équilibre. Le passé nous montre que les océans peuvent mettre plus d'1 millénaire avant de s'équilibrer. Même si, évidemment, plus on s'approchera de l'équilibre, plus la montée en température sera lente. En fait, ce qu'il est important de comprendre, c'est que le changement climatique et l'environnement en général, ce n'est pas le problème de nos enfants et petits-enfants, c'est le nôtre. Cela concerne n'importe qui regardant cette vidéo et se souciant ne serait-ce qu'un peu de l'avenir. Évidemment, cela affectera aussi les générations futures. Et en faisant n'importe quoi, on ne met pas dans le pétrin 2 ou 3 générations, mais on modifie la planète pour très longtemps. Et on joue ainsi avec l'avenir de l'humanité. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo un peu particulière et si c'est le cas, je vous encourage à la partager. Je vous souhaite une bonne journée, soirée ou nuit et je reviens vite pour vous expliquer les conséquences du changement climatique. Je vous rassure, cette série devrait être plus abordable, moins technique que celle que j'ai fait sur les causes du changement climatique. C'était le Réveilleur et à bientôt sur le net.